C'est parti, on regarde ce matin les nouveaux outils qu'on s'était donnés pour travailler avec notre deuxième partie du cours. Donc, dans notre première partie du cours, on avait travaillé à la création de nouvelles tables, à la création de schémas. Dans la deuxième partie du cours, on va travailler sur la sélection de données, sur être capable de trouver des informations, être capable d'aller chercher ce que j'ai besoin dans les informations déjà existantes. Fait que pour aussi regarder différents environnements dans des bases de données, on va travailler avec un nouvel environnement de base de données. Donc, on avait utilisé Postgres durant la première moitié du cours. Durant cette deuxième moitié de cours, on va utiliser SQL Server de Microsoft. Donc, c'est le même principe que Postgres, le principe étant que la base de données elle-même, le logiciel qui roule la base de données, c'est un logiciel qui s'exécute dans le background, qui s'exécute d'une manière automatique. Donc, par défaut, on n'a pas d'interface pour être capable de travailler avec cette base de données-là. On a besoin d'un client. On a besoin d'avoir des programmes qui se connectent à cette base de données-là. Donc, avec SQL Server, on va avoir deux différents programmes qui vont être les clients à la base de données. On en a un premier qui va être le SQL Server Management Studio, ou habituellement utilisé avec ses acronymes SSMS. Puis, il va y avoir un deuxième logiciel qui s'appelle, puis qui est comme la version nouvelle, courante, ainsi de suite, qui s'appelle Azure Data Studio. C'est ça qu'on va regarder durant la session. On va regarder un peu les deux pour être capable de utiliser tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut avoir utilisé, ainsi de suite. Fait que là, la première chose, c'est il faut être capable d'ouvrir Microsoft SQL Server Management Studio. Donc, la première fois que... Donc, ça devrait être quelque chose aussi que vous avez installé. Donc, je vous avais donné le lien, puis de vous dire d'installer cet élément-là. Donc, ça devrait aussi être installé. La première fois que vous allez vous ouvrir le logiciel, vous devriez avoir une première fenêtre qui veut se connecter à votre base de données. Donc, c'est automatiquement géré. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton « Connect », puis ça devrait vous apporter dans cet environnement-là où vous devriez avoir, là, ici, ça ne devrait pas être le même nom d'ordinateur, parce que ça, c'est comme le nom de mon ordinateur. Puis, ça devrait être comme SQL Express si vous avez téléchargé la bonne version de Microsoft SQL Server Express, comme ça avait été demandé il y a maintenant de cela 2 semaines. Donc, le principe, c'est que cet environnement-là ressemble à ce qu'on avait vu avec pgadmin. C'est les mêmes idées derrière. Par contre, dans ce cas-ci, on va avoir une variation là, qui me permet de commencer à travailler avec différents... on a une variation sur qu'est-ce que nous, on va vouloir faire avec. Dans ce cas-là, on ne veut pas créer des nouveaux schémas, on veut avoir quelque chose comme de déjà préfait dans lequel on va venir travailler. Donc, on va regarder un peu c'est quoi le principe derrière. On va construire qu'est-ce qu'on a besoin, puis on va venir insérer les données qu'on voulait dans le cadre des fichiers que moi je vous ai donné aussi du sample database. Donc, si on regarde un peu comment ça fonctionne, c'est un peu le même principe qu'avec pgadmin. Hein, ça nous donne les différents objets possibles. On peut voir ici qu'on a une liste de databases. Puis on peut voir ici qu'il y a une liste de databases par défaut. Il y a le master database qui est comme la base de données Postgres publique générique qui existe. Puis on peut voir qu'à l'intérieur, on a des différents éléments, des tables, des views,
les mêmes principes qu'on avait de l'autre côté avec pgadmin. Par contre, de travailler dans la base de données master, c'est pas exactement la meilleure chose qu'on peut faire parce qu'il y a déjà des tables qui existent à l'intérieur de ça qui sont des tables importantes avec de la gestion d'informations. Fait que nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est être capable de créer une nouvelle base de données. Donc, il y a différentes manières de créer cette nouvelle base de données-là. Donc, on peut utiliser une requête. Hein, donc, on avait le create table. Ben, on peut aussi avoir un create database. Mais là, en ce moment, j'ai nulle part où aller écrire. Donc, pour être capable d'écrire une nouvelle requête, on avait le principe d'une fenêtre de requête dans pgadmin. On a la même possibilité avec SSMS, avec un gentil Python New Query. Donc, quand je clique sur New Query, ça me rouvre un fichier. Okay? On peut voir qu'il est connecté. On peut voir que par défaut, il est connecté à la base de données master. Puis, on a ici des boutons incluant un gentil bouton Execute qui me permet de créer, d'exécuter le script que j'ai spécifié. Donc, on va créer une nouvelle base de données à partir de notre query. Puis après ça, on va regarder aussi comment le faire sur notre environnement pour voir comme c'est quoi les options. Là. Un peu comme pgadmin, on peut aussi travailler avec l'interface elle-même. Fait qu'on a le principe de je veux créer une base de données. Donc, pour être capable de faire ça, ben, il faut que je sache un peu comment l'écrire. Donc, on avait beaucoup travaillé avec Postgres, avec, mettons que je cherche ici Postgres, create database, puis on avait vu beaucoup de la documentation. On est maintenant des experts de ce genre de documentation-là pour être capable d'aller travailler avec ça. Ben, le principe, c'est que Postgres n'est pas la seule base de données, puis il existe d'autres dialectes. Donc, on avait jasé de ça aussi dans les semaines passées. Le principe que, oui, OK, le SQL, c'est un standard que personne ne suit vraiment. Puis, on a différents dialectes de SQL, dépendamment de la base de données qu'on utilise. Donc, on a avec SQL Server le principe du Create Database. Puis là, on peut voir, même principe, OK? C'est juste que là, la documentation est sur le site de Microsoft. Donc, j'ai une question de Ossine. Est-ce que l'arborescence, la structure reste le même principe avec Postgres, avec les schémas? Donc, oui, avec SQL Server, on a aussi le principe de schéma. Puis, on a aussi le même principe de schéma par défaut qui existe. Donc, en fait, si on s'en va voir ici, OK, là, on n'en a pas créé. Là, fait qu'ils sont, on va voir tantôt qu'il va en exister. C'est juste que il y en existe un par défaut. Puis là, c'est à toi d'en créer plus si tu en as besoin, qui est quelque chose qu'on va faire. Fait qu'on va pouvoir le voir avec la base de données qu'on va créer. Là. Donc, il y a le même principe de j'ai une base de données, à l'intérieur, il va y avoir des schémas, puis là, à l'intérieur, il va y avoir des tables à l'intérieur des schémas. Fait qu'on a le Create Database. Donc, ça crée une nouvelle, un bucket dans lequel je vais pouvoir mettre des choses. Donc, on a ici la syntaxe. Donc, encore une fois, là, c'est un peu le même principe de documentation. On a toutes les variations possibles. On a après ça une description de toutes les options qui viennent avec. Puis, à la fin de ça, on devrait avoir des exemples. Ça, des exemples. OK? Donc, on peut ici avoir un exemple assez simple. Create database avec quelque chose qui se passe à l'intérieur.
Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer une base de données. Donc, si vous avez installé puis la version est en français, c'est pas dramatique, il n'y a rien de différent. Ça va juste être marqué fichier à la place de file. C'est pas des éléments qui sont problématiques pour moi. Attends, je vais ici. Fait que nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser une base de données avec un schéma, avec des options qui sont déjà présentes. Donc, on a la possibilité, on va vouloir créer une base de données qui est nommée avec un nom précis parce qu'on va avoir des scripts de génération qui vont l'utiliser. Fait qu'on va vouloir se créer une base de données. Puis cette base de données-là, on va l'appeler Bike Stores. Donc ici, je vais le mettre dans le chat si vous voulez l'utiliser. Fait que je peux exécuter ça. Puis là, je peux voir que la commande a été complétée avec succès. Je peux voir ici le temps que la commande a pris. Okay, en fait, à quelle heure la commande a été complétée. Puis là, à ce point-là, si je m'en vais voir dans ma liste, puis je regarde dans ma liste de bases de données, je peux voir que j'ai maintenant une base de données qui s'appelle Bike Stores. Donc, je peux voir ici que j'ai des bases de données système qui existent. Donc, ça, c'est des bases de données que, comme genre, SQL Server utilise pour gérer ses propres affaires. C'est pour ça qu'ils sont comme dans un dossier à part. Fait que nous autres, on a notre base de données Bike Stores qui va avoir à l'intérieur, OK, des tables. En ce moment, il n'y en a pas vraiment. On a, si on t'en est voir, là, les schémas, il y en a qui existent. OK? Donc, on a des schémas possibles aussi. On va pouvoir en rajouter. Puis, on va pouvoir aller travailler à l'intérieur de ça. Je ne suis pas certain de comprendre ta question, Ossine. Est-ce que tu peux la reformuler? Fait que là, ici, on vient de créer une base de données. Puis, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est pouvoir l'utiliser. Mais avant de faire ça, on va voir comment l'utiliser. L'interface pour faire la même chose. Donc, effectivement, on n'avait pas créé de nouvelles bases de données dans Postgres. On avait seulement utilisé la base de données qui était là par défaut, qui s'appelait Postgres. Mais le principe, c'est qu'on pouvait aussi utiliser d'autres types de bases de données. C'était aussi possible. Qu'est-ce qui est... Fait que là, on va premièrement la dropper. Fait qu'on va reprendre le même principe, mais là, on va faire un drop database, ce qui va nous permettre de l'enlever, puis là, de refaire les mêmes manipulations avec notre environnement, puis voir la différence possible. Fait que je vais execute le drop database, je peux voir que ça a complété avec succès. Si je fais un rafraîchissement de mes bases de données, je peux voir que la base de données Bike Stores a disparu. Fait que là, si je veux la créer, mais d'une manière plus interface, hein, je peux utiliser l'environnement, puis là, cliquer sur les listes de bases de données, puis si je fais un clic droit, je peux voir que j'ai une option de New Database. Fait que quand je fais un New Database, ça m'ouvre un nouvel outil qui va générer la même chose, mais avec toutes les options directement comme présentées. Fait que je peux ici aussi faire Bike Stores, OK, comme nom de base de données. Puis à partir de là, je peux cliquer sur le OK. Au pire, en passant, je peux aller voir le script qui va être généré. OK, par rapport à ça. Fait que je peux voir ici, ça fait Create Database, ça fait Bike Stores, ça fait plein de shit par défaut, là. Mais le principe, c'est que ça va faire la même chose que qu'est-ce que je voulais derrière. Fait que ici, à la place de créer sur le script,
j'ai écrit Bike Stores, je laisse tout le restant par défaut, je peux cliquer sur OK. Puis, je peux voir que ça a automatiquement été créé de la même manière que je l'avais créé avec le script que j'avais utilisé. Donc, quand j'utilise l'interface, c'est vraiment juste un raccourci pour utiliser les commandes elles-mêmes. C'est les mêmes éléments. Là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si je commence à écrire d'autres requêtes, mettons de création de table, en ce moment, ça se passe sur la base de données master, qui n'est pas la base de données que moi je veux utiliser. Moi, je veux utiliser Bike Stores. Fait que pour être capable de gérer ça, je vais pouvoir fermer cet onglet-là. Donc, je peux le fermer. Ça me dit, tu veux-tu le sauvegarder? J'ai rien là-dedans d'intéressant. Fait que je peux faire non. Puis, là, ici, je peux, quand je suis sur Bike Stores, faire une nouvelle requête. Donc, soit en cliquant sur le bouton, soit en faisant sur le bouton droit, je peux faire New Query. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que si je regarde en bas à droite, ça va me dire, OK, ben là, tu es connecté à Bike Stores en ce moment. Fait que les différentes commandes que tu vas faire vont être à l'intérieur de cette base de données-là. OK? Donc, à l'intérieur de ce bucket-là. Fait que, avec ça, on va pouvoir commencer à... on pourrait ici rajouter les différents éléments qu'on avait de disponibles. Donc, moi, je vous avais fourni un fichier zip dans lequel on avait 3 fichiers SQL. Donc, on avait le create object, le load data. Donc, c'est les deux que nous, on va vouloir utiliser. Donc, je pourrais commencer à dropper ça ici. OK? Donc, je peux voir que ça l'a ouvert. Je peux voir que ça le fait dans Bike Stores. Puis là, je pourrais exécuter ça. Puis, ça va créer les différents éléments. Fait que ça, c'est notre premier... notre première interface, notre premier outil qu'on peut utiliser. Mais il est un petit peu vieux jeu. OK, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme quelque chose de plus moderne. Mais avant ça, j'ai une question de Jessica. Est-ce que vous pouvez répéter comment on peut s'assurer qu'on utilise la base de données Bike Stores? Donc, quand on a un query d'ouvert, OK, donc un query quelconque, on peut regarder en bas à droite. Donc, en bas à droite, ça va te dire des informations. La troisième information va te dire c'est à quelle base de données tu es connecté en ce moment dans ce query-là. À ce moment, pour moi, c'est master. Donc, ça indique que ce query-là, c'est pas connecté à la bonne chose. Tu peux le fermer. Tiens, mettons, moi, je les referme. Puis là, ce que tu veux faire, c'est sélectionner le Bike Stores dans ta liste de bases de données. Puis là, tu peux soit cliquer, une fois que Bike Stores est sélectionné, cliquer sur le New Query, ou sinon, faire un clic droit directement sur Bike Stores, puis faire New Query à partir de là. Puis là, ça devrait être... Merci. Bike Stores Attached. Le principe aussi, c'est que tu peux le changer par la suite. OK? Donc, quand tu es dans le query, tu peux dire, ben là, en ce moment, il est Bike Stores, mais je peux le changer à Master. Je peux le changer à... Et là, je peux le faire revenir à Bike Stores. Fait que là, je peux voir ici, quand je le change, ça change aussi ici pour être capable de travailler dans cela que moi, je veux. Là. Donc, ici, on a une question. Est-ce que les tables dans les databases indépendantes sont accessibles par SQL? Oui. Donc, le principe, c'est que tant que tu as l'information de connexion, tu vas pouvoir comme décider à quelle base de données tu te connectes, et ainsi de suite. Puis, à travers une même connexion, tu peux aller chercher différentes bases de données. Le principe, c'est une arborescence pour être capable de diviser les éléments, pas d'empêcher les connexions. Fait qu'on a donc notre database Bike Stores qui est prête à recevoir des informations. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder l'autre outil qui vient avec pour pouvoir se connecter. Fait que la manière la plus facile de setuper cet autre outil-là pour que tout fonctionne puis que tout soit magique,
c'est de, encore une fois, aller sur notre Bike Stores, puisque nous autres, on va vouloir créer une connexion à Bike Stores. Puis, ce que je peux faire, c'est, en faisant un clic droit, ouvrir le menu Azure Data Studio. Donc ça, c'est notre nouvel outil, okay, qui vient s'ajouter à SSMS. Ça va vouloir venir le remplacer à long terme. Puis là, on va pouvoir dire, fais-moi une nouvelle requête dans Azure Data Studio. Puis là, le principe, c'est que ça va ouvrir cette nouvelle fenêtre-là. Puis, ça se peut que vous ayez un connection error en disant que là, tu te connectes de manière locale, les certificats ne sont pas garantis. Tu peux dire Enable Trust Server Certificate. Puis, ça devrait être capable de se connecter. Donc ça devrait avoir été installé en même temps que SSMS. Sinon, vous pouvez aussi l'installer de manière individuelle. J'ai aussi fourni le lien sur le site de cours. Donc le principe, c'est que c'est sensiblement la même chose. Là ici, je suis connecté à une database spécifique. Hein? Fait qu'on peut voir, c'est comme si j'avais ce menu-là d'ouvert directement là. Où c'est que j'ai les tables, les views, external resources et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas connecté à un haut niveau, je suis connecté à comme un dossier directement. On pourrait se connecter de la même manière qu'on s'est connecté ici, c'est aussi possible. Mais nous, on va juste travailler dans Bike Stores, fait qu'on est correct à travailler avec juste cette partie-là ici. Fait que là, pour être capable de travailler avec ça, on est connecté, mais encore une fois, là, on n'a pas d'espace où je peux faire la requête, où je peux aller écrire. Hein, fait que, encore une fois, je peux faire un clic droit là-dessus pour être capable de créer une nouvelle requête. OK, ou sinon, je pourrais ici cliquer là-dessus. OK, ça ouvre aussi une nouvelle requête. Il y a plein de manières d'ouvrir une nouvelle requête. Toutes ces choses-là mènent à la même place. Donc, on peut voir ici que c'est sensiblement... Attends, je vais mettre ça plus petit pour qu'on voit la fenêtre au complet. C'est sensiblement les mêmes informations. Donc, à gauche, j'ai la base de données. En bas, je dis que je suis connecté à Bike Stores. Je peux voir ici que je peux changer pour avoir un accès aux autres bases de données dans le besoin, mais nous autres, on veut vraiment Bike Stores. On peut voir ici qu'on a le Python Run, okay, pour être capable de changer cet élément-là. Donc, c'est là ici que je peux commencer à écrire différentes requêtes pour être capable de travailler avec cette base de données-là. Fait que là, la question, c'est quelle requête que je vais mettre? Ben là, ici, c'est là qu'on va retourner dans le fichier que je vous ai donné. Donc, moi, je vous avais donné un fichier zip qui était le SQL Server Sample Database. Puis, on peut aller chercher ces éléments-là pour venir les exécuter, puis voir le résultat à l'intérieur de notre base de données. Donc, pour être capable de créer cette base de données-là, on va commencer avec la création des différents objets, la création des tables. Puis, une fois que celui-là va avoir été fait, je vais pouvoir faire le load data par la suite. Fait qu'on va commencer avec le create object. Là, ici, si tu double-cliques, ça se peut que ça rouvre dans SSMS. Le meilleur moyen de s'assurer, c'est de le prendre, puis de le draguer dans la fenêtre, hein, donc que ça devienne un nouvel onglet pour que ça rouvre à l'intérieur de Azure Data Studio. Si ça rouvre dans SSMS, tu peux aussi l'exécuter de là. C'est juste que j'aime bien démontrer Azure Data Studio. C'est comme la nouvelle chose, c'est le futur. Donc ici, on a la création de différentes tables. Okay? Donc on peut voir ici, c'est des choses qu'on reconnaît. Si on regarde, il y a des choses intéressantes qui se passent à l'intérieur de ça. Donc, on peut voir ici, bon, ça crée des schémas, ça, c'est des choses qu'on connaît. On peut voir ici qu'il y a quelque chose de spécial. Okay? C'est marqué Go. Ça, c'est pas quelque chose que nous, on a vu. Fait que là, je suis comme, OK, c'est quoi cette affaire-là? Fait que je peux faire un SQL Server. Là, je peux marquer Go. Puis là, je peux voir que, OK,
ça permet... Donc, c'est pas des affaires SQL, mais c'est des choses qui permettent de désigner que c'est la fin d'une partie du script, qu'il faut qu'il fasse ça avant de faire le reste. Donc, le Go, c'est quelque chose qui est spécifique au dialecte de SQL Server. Puis le principe, c'est que quand tu exécutes un script, habituellement, il va essayer d'exécuter le script d'un coup. Mais parfois, il y a une partie du script qu'il faut qu'il soit faite avant pour qu'elle soit disponible pour les autres affaires après. Donc, dans ce cas-là, tu peux comme séparer tes parties de script avec le Go. Si on regarde qu'est-ce qui se passe avec ça, ben, le principe, c'est que ça crée des schémas. Puis une fois que les schémas sont créés, là, après ça, il va pouvoir aller mettre des tables à l'intérieur de ces schémas-là. Donc, je peux comprendre qu'il faut qu'il crée les schémas avant qu'il puisse venir insérer des tables à l'intérieur de ces schémas-là. Fait que ça sonne normal. En tout cas, ça sonne sensé, OK? Si on continue pour aller voir un peu les différences du dialecte, je peux voir ici, j'ai Create Table, j'ai le nom du schéma, point le nom de la table. Ça sonne comme qu'est-ce que nous, on a fait. On a après ça les parenthèses, le nom de la colonne, le type, on a le primary key. Mais là, après ça, c'est marqué Identity, parenthèse 1.1. Là, t'es comme, OK, qu'est-ce qui se passe avec ça? Là, je peux comme inférer de mes connaissances que nous, à cette place-là, qu'est-ce qui serait marqué? Nous autres, on aurait le Generated Always as Identity. Qui dit que c'est la colonne identité, que c'est autogénéré, c'est ces genres d'informations-là. Mais là, lui, il n'y a pas cette version-là. Lui, c'est marqué Identity 1.1. Fait que là, je peux... OK, ben là, comment ça marche le Identity? Puis, on peut aller voir la propriété qui travaille avec ça. Avant ça, j'ai une question de Iptisem. Oui, s'il vous plaît, Hugo, pour m'assurer que j'ai bien compris le principe Go, c'est qu'il va exécuter au fur et à mesure, en fait, chaque partie au-dessus de Go, en fait, comme si on a sélectionné, on a fait F5. Exactement. Donc, lui, Il va terminer le tout par il la va suite? rouler ça, il va voir s'il y a un problème. D'accord, Puis, séquentiellement, c'est exactement. pas... D'accord. Tandis que, admettons ici, lui, il va prendre toutes ces différentes créations de tables-là, puis il va toutes les faire comme dans une seule batch. Il s'arrête chaque fois après Go ou bien il termine la suite, c'est ça? Exactement. Et que là, ici, ça veut dire que, comme si, admettons, il y en a une des tables que j'ai mal écrit quelque chose, il va revenir avant cette partie-là, tu sais. Parce que lui, il va comme faire une batch avec une transaction avec toutes les instructions d'un coup. Le Go permet de séparer ce script-là. Mais juste pour comprendre pourquoi il fait séparément, en fait. C'est quoi l'intérêt? Le principe ici, c'est que pour des schémas, oui, quand il va venir faire la création des tables, puisqu'il essaierait de tout faire en un seul coup, il dirait « production n'existe pas ». Oui, mais le schéma est mis avant. Oui, mais quand on fait une transaction, l'ordre n'est pas comme genre quelque chose qui est... c'est pas comme PostgreSQL, c'est pas tout à fait pris en considération. Exact. D'accord, je comprends alors. Merci beaucoup. Particulièrement pour les choses qui ont rapport avec l'arborescence par rapport à... mettons, ça serait le même principe avec la création d'un domaine. Tu pourrais le faire comme avant pour être certain qu'il n'y ait pas de problématique d'ordre. Merci. Parfait. Donc, on revient, puis on se demandait qu'est-ce qui se passait avec le identity. Fait que ça dit, ben, ça me permet de créer une colonne identité dans une table. C'est parfait. Comment est-ce que ça fonctionne? Je marque identity, puis là, après ça, j'ai facultativement, les crochets carrés, c'est encore le même principe, facultativement, je peux avoir deux informations, le seed et le increment. Fait que, c'est quoi le seed? C'est la première valeur qui va être mise dans la table. Puis l'increment, c'est le nombre que ça l'augmente à chaque fois. Fait que si je regarde, le principe d'avoir identity 1.1, c'est de dire que la première clé primaire, ça va être 1. Puis qu'après ça, ça va augmenter de 1 à chaque fois. Fait que 2, 3, 4, 5. Fait que on peut comprendre que c'est le même principe que nous, qu'est-ce qu'on avait? C'est juste un dialecte différent avec le identity. On peut voir ici que tu
peux les spécifier ou pas. Si tu ne le spécifies pas, ça serait le défaut qui est 1-1 en fait. Fait qu'on peut voir ici que c'est marqué 1-1, là, mais je pourrais l'enlever et ça ferait la même chose. Après ça, si je regarde, le principe, c'est sensiblement, tu sais, comme, OK, pas mal toutes les mêmes choses que nous, qu'est-ce qu'on a vu? OK, sont là, les références, foreign key. Fait qu'on peut voir ici que, oui, OK, il y a des dialectes, une valeur par défaut, mais il n'y a rien de dramatiquement différent. Fait que, une fois que j'ai tout ça, moi, je peux exécuter ça. Hein, donc, s'assurer qu'on est bien connecté à Bike Stores, on est bien dans Bike Stores, on a ce fichier-là, puis je peux cliquer sur le Run. Puis là, je peux voir que les commandes se sont faites. Puis là, je peux voir que hein, le Go, qu'est-ce qu'il a fait là? Il y a eu 3 différentes requêtes qui ont été faites. Fait qu'il a comme fait celle-là, il y a eu un Go, il a fait parfait, je le teste, ça a marché. Il y a eu celle-là, il y a un Go, OK, je le prends, je le teste, ça a marché. Puis après ça, il y a eu le restant des créations de tables. Il les a pris ensemble, il a fait une 3e commande, ça s'est fait avec succès, ça a marché. Fait que là, je devrais être capable d'aller regarder dans les tables, puis de voir la liste des différentes tables qui a été créée. Fait que ça, c'était mon premier script de gestion. Deuxième script de gestion, ça va être le load data. Donc, encore une fois, je peux venir juste le dropper à l'intérieur. Donc, lui, le principe, c'est de venir dans Bike Stores. OK, fait que là, premièrement, j'ai le use Bike Stores. Fait que là, je suis comme, OK, c'est quoi ce use? Fait que là, je peux faire SQL Server use. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que ça change le contexte de la base de données pour utiliser la base de données qui est spécifiée. Fait que le principe ici, c'est que si, admettons, je m'étais trompé, là, puis que j'étais connecté, puis que j'allais commencer à travailler dans Master, le use ferait en sorte que ça me changerait automatiquement de base de données pour utiliser la bonne. Donc, ici, le use me permet de changer le contexte si ce n'était pas le bon, hein, pour garantir que ça va être la bonne chose. Ensuite, je peux voir, bon, j'ai les insert into, j'ai le nom, j'ai les types, j'ai les valeurs. Puis là, ici, je peux voir que ça les met directement. Là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que nous autres, quand on avait le identity, hein, on pouvait dire generated always ou generated default, puis là, on pouvait comme le mettre ou pas. Puis là, ici, je peux voir que lui, pour juste se faciliter la tâche, là, il va les mettre les ID, même si c'est des identity. Mais là, habituellement, de faire ça, ça générait une erreur. Fait que là, on peut voir ici une autre commande. Puis là, ici, on a une commande set. Donc, les commandes set, c'est des choses qu'on n'a pas vues beaucoup encore. Les set, c'est des commandes pour la gestion des configurations de la base de données. Donc, ça ne va pas travailler sur la création d'une table, ça ne va pas travailler sur les objets. Hein, ça va venir travailler sur les options que la base de données t'offre, sur des configurations qui sont mises en place. Fait que, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Je me demande c'est quoi le Identity Insert. Fait que, comment ça fonctionne? Ça permet d'avoir des valeurs explicites insérées dans des colonnes d'identité d'une table. Fait que le principe, c'est de dire, quand je mets ça à on, ça fait en sorte que je peux dire, gars, la colonne d'identité est le fun, mais là de côté pour l'instant, moi, je vais donner une valeur arbitraire, une valeur explicite, à place qu'elle soit générée automatiquement. Donc, ici, c'est à cause que je suis en train de créer quelque chose qui est vraiment comme déjà préfaite, là, avec des données préfaites. Je sais ça va être quoi la valeur de chacun. Là. Fait que je vais juste mettre ça de côté. Dire, OK, je sais que d'habitude, ça va être généré, là, mais comme là, j'ai pas besoin de ça. Fait que je mets l'identity insert à on, je les mets, puis après ça, je le
disable pour que si j'en rajoute, ils vont être générés automatiquement. Si on regarde, on a même des exemples, okay, où c'est que je pourrais créer des choses. Si habituellement j'essaie de créer dans voyons. Si j'essaie d'insérer une valeur où il va y avoir une des colonnes qui est la colonne identité, puis que j'essaie de mettre une valeur par moi-même, ça va générer une erreur. Okay? Parce que ça va dire, hey, ça c'est la colonne identité, c'est moi qui est supposé la gérer tout seul, t'es pas supposé toucher à ça. Fait que on peut dire, ok, ben moi je vais l'insérer manuellement, je le mets à on, puis là, une fois que j'ai ça, là, je peux commencer à faire des insertions manuelles, puis ça va fonctionner. On peut voir aussi en passant par la bande, on avait parlé qu'il y avait la base de données master, qui était la base de données par défaut. Il existe aussi un schéma par défaut. Donc, dans Postgres, c'était public. Dans SQL Server, c'est le DBO qui est le schéma par défaut. Donc, si j'écris rien, ça serait dans DBO, mais là, ici, ils le mettent de manière explicite, juste pour être certain de ne pas confondre quoi que ce soit. Et qu'après ça, dans les insertions, il n'y a plus rien d'autre de trop spécial. C'est juste un paquet d'insertions avec différentes informations. Y a-t-il autre chose d'intéressant dans mes inserts? Je pense pas. Fait que avec ça, encore une fois, tu peux faire le run dans Backstores, quoique ça va être automatiquement géré. Puis là, tu vois que ça commence à l'exécuter. Puis là, ça va l'exécuter, puis ça va faire toutes les lignes. Là, le principe, c'est que si je regarde, puis je descends, je peux voir que ça a pris 5 secondes pour aller mettre mes 10 000 données à l'intérieur de ma base de données. Fait que à partir de ça, je vais avoir la possibilité d'aller regarder ces différentes données-là. Donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. On va aller regarder le select. Donc, le principe, c'est que je vais pouvoir aller regarder avec des requêtes. Donc, si, admettons, je veux juste regarder quelque chose, je peux me faire une nouvelle requête. Donc, ici, il y en a une là qui me faire une nouvelle requête. Donc, ici, on a les différents onglets là, de notre page. On avait le Welcome Page. Je peux le fermer. J'ai une première requête. J'ai mes différents fichiers. Je peux aussi les fermer maintenant qui sont insérés dans la base de données. Une fois que j'ai une fenêtre de requête, je suis connecté à Backstores. Puis là, je vais pouvoir commencer à travailler avec cette base de données-là. Fait que si on regarde, on va aller regarder le select, là, mais vous pouvez le prendre comme du cache pour l'instant. Attends, je vais mettre ça un petit peu plus grand ici. Select, étoile, pomme. Je sais pas pourquoi il pense qu'il est connecté. Oups. Je vais faire une nouvelle requête. Où c'est que tu as mis la fenêtre? On va faire une nouvelle. Et on t'es. Et si je fais select, étoile, from. Non, tu la vois pas. C'est même bizarre. Mais c'est pas grave. Il est pas capable de l'avoir en ce moment, mais ça fonctionne pareil. Quand je l'exécute, je peux voir que j'ai des éléments qui existent à l'intérieur. Le principe, c'est que si je prends cette requête-là, puis je retourne dans SSMS, si je suis dans Backstores, si je fais un rafraîchissement aussi de ce côté-là, je peux aller voir, les tabs sont là aussi. Puis si j'exécute ça, je peux aller la voir qui est aussi disponible. OK, donc les éléments sont
aussi là. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Le principe, c'est que SSMS, c'est le logiciel de longue date. Okay? Donc, ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans que ça existe. Puis là, en ce moment, Microsoft est en train de beaucoup pousser Azure Data Studio parce que lui va avoir plus de facilité à se connecter à des bases de données dans l'info nuagique. Donc, on peut voir ici là, que lui a des menus là, Azure puis les SQL Server Big Data Clusters. Fait que le principe, c'est qu'ils sont en train de faire une migration des fonctionnalités, puis les nouvelles fonctionnalités dernier cri vont toutes se retrouver dans Azure Data Studio. Fait que dans le futur, c'est ça qui va exister, mais il n'est pas encore aussi bien développé, il n'est pas encore aussi full-featured que SSMS. Fait que le principe, c'est que là, on est comme à cheval entre les deux pour être capable de travailler n'importe où ou avec n'importe quelle possibilité. Parfait. Donc, on est maintenant capable de commencer à travailler avec les différents outils d'une base de données qui est déjà existante, une base de données de SQL Server. Comme je l'ai dit tantôt, moi, j'ai malheureusement un petit rendez-vous qui s'est remonté en date, qui fait en sorte que je vais devoir quitter un peu plus tôt. Donc, je vais mettre sur Leia dans les prochaines minutes une vidéo asynchrone, donc de moi qui a donné le cours l'année passée. Puis, vous allez pouvoir suivre cette vidéo-là. Puis, le principe, c'est que c'est le même cours qu'aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir commencer à regarder à partir de la première heure et demie où c'est qu'on commence à parler du select pour être capable de faire d'apprendre les connaissances d'aujourd'hui, puis de faire les différents exercices. Si durant l'après-midi, vous avez des problèmes, vous pouvez m'envoyer des messages sur Teams, des messages sur Mio pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, Austin demande, donc il y a des commandes propres à l'environnement, puis il y a des commandes SQL qui sont dans tous les environnements. C'est exact. Donc, le principe, c'est que le SQL, ça l'essaie d'être un standard. Le principe du Create Database, le principe du Create Table, c'est des choses qui existent partout. Mais après ça, il y a le principe de dialecte, hein, donc des commandes spéciales qui existent juste comme le Go pour SQL Server, ou sinon des variations. Hein, comme on avait le principe d'une colonne d'identité, mais sur Postgres, c'est le Generated Always as Identity. Sur SQL Server, on vient de voir que c'est juste Identity tout seul. Le concept est le même, mais la syntaxe a changé un petit peu. Fait que ça serait tout pour moi en présentiel pour l'instant. Donc, j'ai juste le temps de déposer la vidéo. Ça devrait prendre 5-6 minutes. Ça devrait apparaître sur Leia. Puis, vous allez pouvoir regarder ça. La vidéo, c'est la vidéo complète du cours. Fait que vous pouvez commencer à regarder à partir de 1h30. En fait, 1h25 pour commencer où c'est que nous, on est rendu. Puis, continuer le cours avec ça. Fait que sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine. Puis le principe, c'est que le restant de l'étape va être utilisé pour travailler avec le select, la sélection de données. On va voir qu'il y a plein de choses à regarder avec le select. Il y a plein de choses intéressantes à trouver. Fait que bonne journée à tous. On se revoit la semaine prochaine.